Bienvenue pour cette nouvelle analyse en profondeur. Aujourd'hui, notre mission, c'est de... De plonger dans une page d'histoire assez sombre. Ouais, absolument captivante, mais sombre. On a sous les yeux les extraits du livre de François Foucard, Anatole Deiber, Profession bourreux, de 1863 à 1939. Et l'objectif de notre plongée du jour, c'est de comprendre l'histoire vertigineuse, macabre, mais aussi paradoxalement très bureaucratique de la dynastie des Deibler. La plus célèbre famille d'exécuteurs de France, en fait. C'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont soif d'apprendre, il y a une réalité incontournable. Pour vraiment saisir l'histoire de la justice, il faut parfois regarder du côté de ceux qui faisaient le sale boulot. Complètement. C'est pas forcément agréable, mais c'est nécessaire. On va découvrir comment la société du 19e siècle traitait ces parias. On va parler de l'industrialisation de la mort et surtout de l'incroyable dichotomie entre un père de famille, disons très tranquille, et son métier sanglant. Hmm. Je précise tout de suite avant de commencer qu'on aborde un sujet complexe, la peine de mort. Notre approche ici, elle est strictement historique et sociologique. Il ne s'agit pas du tout de prendre parti ou de débattre de l'éthique de la peine capitale. Non. L'idée, c'est d'observer de manière totalement impartiale comment une nation a organisé sur le plan logistique et humain l'exécution de ses propres lois. Exactement, le cadre est posé. Avec mon ton habituel, je dirais que le travail de Foucard nous offre un miroir assez saisissant de la société française de l'époque. On y voit toutes ses contradictions, ses peurs et son rapport à l'autorité. On va disséquer cette fonction d'exécuteur, non pas comme une légende urbaine, mais comme une réalité administrative, avec sa paperasse et ses contraintes matérielles. Bon, décortiquant tout ça, ce qui m'a vraiment frappé dès le début, c'est l'origine de cette dynastie. On s'imagine tout de suite une famille avec une vocation morbide, transmise depuis le Moyen Âge. Et c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Ouais. C'est presque comique, tellement c'est banal. Comment ça a commencé, en fait, pour les Deibler? L'origine est liée au hasard économique le plus total. C'est le fondateur, s'appelle Joseph Deibler. Il naît en Bavière en 1789 et arrive en France vers 1815 avec les troupes alliées. Il décide de s'installer et il tente sa chance dans le commerce. Mhm. Il se retrouve à gérer un petit débit de boissons, un café à Villeurbanne. Un barman bavarois à Villeurbanne. On est loin de l'échafaud, quoi. Très loin. Sauf que les affaires tournent au désastre, le commerce périclite, Joseph est acculé par les dettes, et c'est là que le destin bascule d'une manière assez absurde. Un des clients réguliers de son bar, un voisin avec qui il discute, s'avère être le bourreau de la ville de Lyon. Incroyable. Et ce voisin, voyant Joseph au bord de la faillite, lui glisse entre deux vers qu'un poste d'aide-bourreau vient de se libérer à Dijon. C'est fou quand on y pense. L'homme cherche juste un salaire pour survivre, en fait. Il accepte par pur désespoir financier. Il commence vraiment au bas de l'échelle à Dijon et il entame une carrière qui va le faire muter de Saint-Flour jusqu'à Rennes. Une simple faillite de bistrot donne naissance à la plus grande dynastie d'exécuteurs de France. Sauf que le prix à payer pour ce sauvetage financier est exorbitant. Le livre montre très bien que dès l'instant où Joseph accepte ce poste, c'est une chape de plomb qui s'abat sur lui. Et sur toute sa descendance. L'ostracisme est immédiat. Ce qui est fascinant ici, c'est la violence de la ségrégation sociale. À cette époque, l'exécuteur est perçu comme un intouchable. La population le craint viscéralement, le rejette. Ils vivent reclus, à la périphérie des villes. Au banc de la société, littéralement. Et il y a un détail qui illustre ça parfaitement. Pour survivre socialement et même trouver un conjoint, ils étaient obligés de se marier entre eux. C'est de l'endogamie forcée. Oui, Louis Deibler, le fils de Joseph, va épouser une certaine Zoé Rasseneux. Et son père, c'était l'exécuteur d'Alger. Voilà. Et pour couronner le tout, sur les registres de l'état civil, ce beau-père est enregistré pudiquement comme cordonnier pour masquer sa fonction. Un cordonnier. Ce mensonge administratif en dit tellement long sur la honte associée au métier. L'État a besoin d'eux, mais la société refuse de les voir. Et cette mise en quarantaine, elle frappe pas que les adultes. Ça empoisonne la vie des enfants. Ça crée un vrai traumatisme. Justement, l'anecdote sur le petit Anatole, le petit-fils de Joseph. Le futur grand bourreau. Oui, elle est d'une tristesse absolue. Foucard raconte que dans la cour de l'école, l'enfant est mis à l'écart, il est caillassé par ses camarades. Et la cruauté atteint son sommet pendant les récrés. Quand il joue aux gendarmes et aux voleurs, on force systématiquement le petit Anatole à jouer le rôle du bourreau. C'est lourd de sens. Cet enfant, les dents serrées, doit simuler des exécutions. Il frappe d'un revers de main la nuque de ses camarades. Il intègre la fatalité de sa condition bien avant l'âge adulte. La société le condamne à tenir ce rôle, tout en le punissant d'être né là-dedans.
C'est une prédestination tragique. Mais au-delà de la famille, le métier lui-même va subir une mutation. Si on fait un bond dans le temps vers les années 1870, l'écosystème de la justice pénale est bouleversé. Il y a un tournant historique majeur, oui. Une double rupture même. Déjà, un décret en 1870 supprime l'utilisation de l'échafaud surélevé. L'estrade en bois est jugée comme un, je cite, spectacle hideux. Donc on pose la machine au sol. Exactement. On cherche à réduire le côté théâtral. Et puis, en 1871, pendant la Commune de Paris, la guillotine est réquisitionnée par la foule et brûlée en place publique. C'est un rejet viscéral. Et face à ça, la Troisième République supprime tous les postes de bourreaux régionaux. C'est la centralisation. L'État crée un exécuteur en chef unique, national, basé à Paris. Si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est la bureaucratisation de la mort. L'équipe parisienne devient une troupe de voyageurs perpétuels. C'est ça qui est dingue. Ils prennent le train avec la guillotine démontée, cachée sous des bâches, et ils dorment à l'hôtel, comme des représentants de commerce. Avec une machine de mort dans leur bagage, et l'administration rationalise ça avec une structure de rémunération incroyable. L'abonnement. Ah oui, l'abonnement. Quand Louis Deubler devient chef en 1879, il gagne 6000 francs or de gage, ce qui est énorme. La solde en général. Mais en plus, il a 10 000 francs d'abonnement. J'ai eu du mal à comprendre ce concept au début. C'est quoi exactement? L'État verse un forfait pour que le bourreau gère lui-même l'entretien des bois de justice. Deubler devient un chef d'entreprise. Avec ses 10 000 francs, il doit stocker la machine, acheter les cordes, les paniers, le sang pour absorber le sang. Et trouver des charpentiers. Ce qui était un vrai casse-tête, car les artisans refusaient de toucher à ce bois maudit par superstition. Deubler devait payer très cher leur silence. S'ils géraient bien, ils gardaient le reste de l'argent. Une vraie petite entreprise. L'État délègue la gestion de la mort au privé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'État cherche à rendre la mort clinique, administrative. Mais sur le terrain, c'est viscéral, c'est le chaos. Prenons l'affaire Troppmann, en 1870, l'assassin de 8 personnes. Le romancier Ivan Tourgueniev était témoin, et ses mots sont glaçants. Tourgueniev brise le mythe de la mécanique parfaite. Il décrit la guillotine comme un coup de cygne tendu. Et le bruit du couperet, il ne parle pas d'un son métallique, il le compare au vomissement d'un animal puissant. L'horreur technique absolue. Et l'imprévisibilité se retrouve dans l'attitude des condamnés. Les réactions humaines défient cette logique bureaucratique. Il y a l'exécution des mutins de Brest en 1866. Le contraste est vertigineux. D'un côté, le marin Willich monte joyeusement à la machine en criant « Adieu la société », une bravade totale, et de l'autre, le Corse Carbuccia fond en larmes dans la salle du greffe en regardant sa propre tête dans le miroir. Il pleure en disant « Elle était si belle ». Le drame psychologique poussé à l'extrême. Et parfois, c'est l'environnement qui rajoute une couche de cruauté. Le drame de Melun en 1874. Corsinesco, qui avait tué par jalousie, exécuté devant des dizaines de prisonniers agenouillés dans la cour. Au premier rang, il y avait son ancien amant qui s'évanouit. Ce n'est plus l'application de la loi, c'est de la torture psychologique orchestrée. Sans parler des ratés de la machine elle-même. Gervais en 1877, l'empoisonneur. La biologie résiste. Gervais se débat. Son cou échappe à la lunette et il est décapité au niveau du menton. Une boucherie digne de Louis XVI. Et Billoire en 1876. Ça m'a choqué. Le cadavre est dans le panier en osier et dans un réflexe post-mortem, sa jambe se détend violemment et repousse le couvercle avec fracas. Les aides doivent peser de tout leur poids sur la malle. La mort purement administrative prônée par l'État se heurte au chaos de la chair. Absolument. Et tout ce sang nous ramène à la personnalité de celui qui orchestre ça, Louis Dumbley. Quand il succède à Roche, on s'attend à voir un monstre sanguinaire. Un colosse endurci. Mais pas du tout. Les journalistes décrivent un petit bourgeois timide, boiteux, marchant avec un parapluie. Il fuit la presse et mène une vie ultra tranquille à Auteuil. C'est ça le paradoxe de Louis Deibler. Le décalage est hallucinant. Cela soulève une question importante. Comment on garde sa santé mentale en compartimentant à ce point ? Le soir, cet homme qui a tranché une tête à l'aube joue au domino avec sa famille. Mais le plus marquant, c'est ce qu'il fait en journée. Il fait de la poterie. De la poterie, oui. Il sculpte de minuscules danseuses sur des vases en argile. Ses mains qui guident le couperet cherchent à façonner la grâce et la délicatesse. C'est une tentative de purifier ses mains. Et ça va jusqu'à sa spiritualité. Il était très pieux, il allait communier à l'église, mais il refusait de s'approcher de l'autel les mains nues. Il portait systématiquement des gants.
Il a une conscience torturée de la tâche morale de son métier. Il se juge lui-même indigne. C'est un homme rongé de l'intérieur et parfois broyé par la pression de la foule. L'affaire Ménesclou, en 1890, illustre bien ça. Ce jeune, qui avait découpé une fillette, Le président Jules Grévy est contre la peine de mort. Il hésite à signer. Mais la foule parisienne réclame le sang. des manifestants hurlent « Abat Grévy, vive des Bleurs !» La politique s'efface devant la soif de vengeance populaire. Le bourreau, méprisé, devient le héros d'une nuit. L'arme de représailles parfaite. Mais dès que c'est fini, le mépris revient. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre auditeur ? Je dirais que les Deibler, de Joseph à Louis, illustrent comment la société délègue, normalise et bureaucratise sa propre violence. Elle la confie à des hommes ordinaires qu'elle méprise, pourtant, elle leur donne un abonnement pour que la mort soit expédiée de manière invisible. C'est l'incarnation des névroses d'une société qui veut châtier sans se salir les mains. Une très belle synthèse. Pour conclure, il y a une dernière réflexion provoquée par le destin. Le jeune Anatole Deibler, le petit garçon caillassé, il a essayé de fuir ce destin. Il travaillait comme vendeur dans un magasin de nouveautés. Il voulait une vie normale. Mais il a été rattrapé par son nom. Son sang l'a rattrapé. Il a fini par céder pour devenir le plus grand bourreau du XXe siècle, avec 299 têtes coupées. L'employé de commerce est devenu le visage de la mort. Ce qui nous laisse sur une question, pour ceux qui nous écoutent. Si la société d'aujourd'hui devait encore exécuter ses sentences au vu et au su de tous, qui parmi nous accepterait de devenir le bureaucrate de cette violence ? Et surtout, comment réussirait-il à jouer au domino le soir venu ? Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée et à très bientôt pour une nouvelle analyse.